23 heures, bienvenue sur CNews. Si vous nous rejoignez, nous accueillons 4 nouveaux invités pour débattre en cette deuxième heure. Aurélie Taquilin est là, bonsoir. Vous êtes conseillère départementale de La République En Marche des Hauts-de-Seine. À vos côtés, Vincent Jeanbrun, bonsoir. Bonsoir. Maire libre de l'Haÿ-les-Roses, pardon. Lounessa Djeroud est là aussi, bonsoir. Bonsoir. Adjoint au maire PS de Châtillon. Et William Tay est avec nous, bonsoir. Président du think tank Le Millénaire. On débattait avec nos précédents invités de cette thématique et on va poursuivre la discussion avec vous. Alors que le débat fait rage autour des consommateurs de crack du quartier Stalingrad, le gouvernement va-t-il pérenniser les salles de shoot? C'est en tout cas ce que souhaite le ministre de la Santé, Olivier Véran, au vu d'expériences menées à Strasbourg et à Paris, des salles qui sont en expérimentation depuis déjà 6 ans, qui permettent à ceux qui s'injectent des drogues de les consommer dans des conditions plus sûres, en tout cas au sein d'un encadrement avec du personnel qualifié. On va tout de suite écouter la réaction de Pierre Lichia, ancien élu du 18e arrondissement qui a dû gérer ces problèmes de drogue à Paris. On l'écoute et on discute. L'objectif de cette salle de shoot, c'était de diminuer la consommation de rue. Or, la consommation de rue a explosé. Pourquoi ? Parce qu'elle crée un point de fixation de la consommation dans un quartier et donc du deal. Donc à partir de là, vous pouvez multiplier les salles de shoot, vous allez multiplier ces désagréments pour les riverains. Elle pourrait être efficace si véritablement c'était un sas entre la rue pour les toxicomanes et leur orientation dans un centre fermé de soins, de sevrage et de désintoxication. Or, ces structures n'existent pas. Donc, ça n'est qu'un coup d'épée dans l'eau et l'ouverture de ces salles de shoot ne peut en aucun cas résoudre ce problème de la toxicomanie de rue. Bien au contraire, je crois qu'il l'aggrave. Alors, on va faire un tour de plateau pour savoir justement si vous pensez qu'il s'agit là d'une solution ou d'une totale aberration. Aurélie. Alors, moi, à titre personnel, je suis totalement défavorable à la légalisation du cannabis. La drogue, elle pourrit nos quartiers, nos territoires de la République. Et moi, il faut souligner l'action du ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, qui mène une action courageuse contre le trafic de stupéfiants, parce que derrière ce fléau de la drogue, il y a une économie parallèle, il y a de l'insécurité, il y a de la violence. Alors, les salles de shoot... Oui, c'est encore autre chose. C'est encore un autre sujet. Drogue dure. Il y a un sujet de prise en charge sanitaire et sociale. La question est de savoir aujourd'hui si les salles de shoot sont une solution. Il y a une expérimentation qui est en cours. Faisons un point d'étape. Qui arrive à son terme, et le gouvernement va donc devoir se positionner. Exactement, nous ferons un point d'étape sur ce sujet. Moi, je suis assez réservée sur l'installation de salles de shoot dans les territoires. C'est un vrai sujet de tranquillité publique pour nos riverains. Donc, si on va vers ce sujet-là et qu'on les développe, il faut que ça se fasse en concertation avec les élus locaux, les associations, les riverains. Justement, Vincent Jeanbrun, vous qui êtes maire, on sait que du coup, ce sont aux maires ensuite de trouver un endroit si c'est pérennisé. Et ça, c'est extrêmement compliqué parce qu'on sait qu'en général, les riverains ne sont pas tellement d'accord à l'implantation d'une salle de shoot près de chez eux. Personne ne veut d'une salle de shoot près de chez soi, ce que rappelait très justement Pierre Lichia, qui est un ami et qui sera conseiller régional avec nous très prochainement. Il a raison de rappeler qu'on n'en veut pas parce que ça entraîne des nuisances qui sont terribles. Pour autant, on veut solutionner les difficultés, notamment les points d'ancrage ou les situations comme ce que maintenant on appelle plus Stalingrad, mais Stalinkrack, tellement cela a défrayé la chronique. Pour ça, il faut des vrais centres de soins. Valérie Pécresse, qui était l'autre jour, a tendu la main à l'État et à la ville de Paris en disant maintenant, il faut qu'avec l'ARS, les préfets, la maire de Paris et tous les acteurs possibles, et donc l'État, on puisse créer de véritables centres de soins. Ce qui est très différent, parce que vous l'avez très bien dit dans le reportage, salle de shoot, j'ai une pratique illégale, je m'injecte de la drogue, on me crée un cadre plus ou moins surveillé pour le faire. Centre de soins, c'est autre chose. Vous avez une dépendance, on va vous accompagner à sortir de cette dépendance et à vous réinsérer. Centre de soins, on est d'accord. Salle de shoot, on n'est pas d'accord. La réalité de ces salles de shoot, c'est qu'elles sont un élément d'un plan global. Ces salles de shoot sont aussi censées permettre d'avoir accès à des personnes qui sont en situation de dépendance, de toxicomanie, qui ne sont pas dans des circuits classiques de suivi médico-sociaux. Souvent des gens qui sont en situation de marginalité. Et on ne peut pas dire la seule solution, c'est le centre de santé. Effectivement, un centre de soins, enfin là c'est ce dont appelait de ses voeux Anne Hidalgo dans sa lettre ouverte au gouvernement,
c'est un vrai plan anti-drogue, parce que plusieurs questions se posent là, des questions de sécurité. Pour l'instant, il n'existe pas ces centres de soins, ces places d'accueil. Oui. On s'est posé la question la semaine dernière sur ces plateaux à propos de ces consommateurs Bien de sûr. crack de Stalingrad. On ne sait pas où aller les soigner. Mais c'est terrible. C'est un plan global anti-drogue qu'il faut mettre sur la table avec des vrais moyens. Il y a eu un plan crack il y a déjà quelques années. Il faut renforcer les forces de sécurité pour lutter contre les dealers de crack, parce qu'il y a quand même un problème en amont, ce sont aussi ces dealers de crack. Donc là, il faut mettre vraiment les moyens pour lutter contre ces réseaux de trafiquants et de dealers. Ensuite, sur les personnes qui sont malades, parce que là, on est face à des personnes qui sont malades, qui génèrent ensuite des problématiques de voisinage, effectivement. Enfin, il n'y a personne qui dit qu'il n'y a pas de problème. Les salles de shoot peuvent être une solution pour avoir ces personnes dans un cadre, disons, sanitaire bien meilleur que celui de la rue. Et je crois sur le plateau précédent, c'est-à-dire quand vous avez une salle de shoot, effectivement, c'est une pratique illégale de se droguer. Oui. Mais qu'est-ce que vous préférez? La question, c'est d'avoir des gens qui se droguent dans la rue, devant des enfants, et qui laissent leur seringue derrière, ou bien avoir un cadre où on peut contrôler, suivre ces personnes. Choisir la moins pire des solutions, c'est ce que vous êtes en train de dire, bien sûr, plutôt que de traiter le problème de fond. Sauf non, je vous ai dit que j'allais traiter le problème de fond avec un vrai plan anti-drogue. Vous disiez très justement, le problème aussi, c'est de s'occuper du dealer. Le dealer, il est comme tous les bons commerçants, il va chercher la zone de chalandise. Où est l'endroit où il y a le plus de passages de ma clientèle potentielle? Ah bah tiens, on me parle d'une salle de shoot. On a créé un endroit où on envoie des signaux à la terre entière. Vous êtes drogué, vous vous injectez des produits illicites, venez à cet endroit-là. Bah tiens, je suis dealer, où est-ce que je vais m'installer? Et comme effectivement, il n'y a pas d'autres éléments, notamment il n'y a pas la sécurité, il n'y a pas les soins, etc., on a un vrai sujet. Et la salle de shoot, elle ne fait pas sens en tant qu'entité. Les dealers n'ont pas attendu les salles de shoot pour... non, mais ça crée un point de crispation. C'est pourquoi on a des Stalingrad. Ni pour être à Stalingrad, pourquoi on a eu la colline au crack, c'est uniquement pour ça. Parce qu'aujourd'hui, il y a des points d'ancrage et de fixation. Mais c'est pas les salles de shoot. Et rappelons-nous que les gens viennent de toute l'Europe. Consommation de drogue. Shooter à Stalingrad. Regardez partout dans le monde, effectivement, dans les grandes villes, malheureusement, il y a des points de stagnation de personnes. Et je le dis, qui sont malades. Hein. On a tendance à l'oublier parce que effectivement, ça n'a pas l'aspect le plus réjouissant et que ça génère beaucoup de nuisances pour les voisinages, mais ce sont des personnes malades qu'il faut traiter. Les centres de soins sont la solution la plus efficace, mais la question c'est comment aussi on suit ces personnes et on leur permet d'accéder dans un parcours de soins. Je pense que les salles de shoot ne sont pas la solution miracle, mais elles peuvent être un outil dans un process global de prise en charge de ces personnes malades. William, est-ce que c'est un outil ou est-ce que c'est un peu se voiler la face en disant on les met là en attendant de traiter le problème de fond? Pierre Lissiat et M. Jeanbrun l'ont rappelé, en fait, institutionnaliser la salle de shoot, ça veut dire vous vous comportez mal et le contribuable va payer pour que vous vous comportez mal. Je pense que ce n'est pas la bonne solution. La bonne solution, c'est de reposer la réponse sur deux moyens, la réponse pénale, comme le fait le président de la République et le ministre de l'Intérieur, c'est-à-dire qu'il faut attaquer à la source la consommation et mettre en prison ceux qui commercent de la drogue, du crack, etc., ou tous les produits avoisinants. Et ensuite, après, ça a été rappelé, c'est la réponse sanitaire. Mais la réponse sanitaire, ça ne peut pas reposer sur une salle de shoot. C'est comment faire pour éradiquer le problème. Et pour éradiquer le problème, il faut soigner les personnes. Il ne faut pas que les personnes puissent aller s'alimenter dans un endroit soit illégal, soit rendre le lieu illégal légal. Ça ne sert complètement à rien. C'est tout le problème de la gauche, en fait. Votre problème global, c'est le plan anti-crack d'Anne Hidalgo, il a coûté 9 millions d'euros aux contribuables et il n'a absolument pas marché parce que ça permet de masquer le problème, de cacher le problème, ça ne permet pas de répondre au problème à sa source. Ce qu'il faut, c'est répondre le problème à sa source, alimenter l'argent public vers la bonne solution, c'est-à-dire les centres de soins. Et il faut que le gouvernement pose la vraie question sur les étrangers qui viennent en France se shooter au crack. Qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce que c'est aux contribuables de payer leurs soins ou est-ce qu'il y a un travail à faire avec les pays d'origine? Excusez-moi, M. Jeanbrun, mais vous insinuez qu'il y a... Enfin, peut-être que je ne pense pas que c'est ce que vous vouliez dire, mais il n'y a pas d'étranger qui vient en France pour se shooter au crack. C'est pas une destination du crack, la France. Malheureusement, Paris, Stalingrad, révisez vos fiches, vous verrez, et notamment de toute l'Europe. Effectivement, il y a des gens qui sont en situation soit illégale, soit qui sont étrangers. C'est connu dans l'Europe entière. C'est un endroit où on peut se droguer, trouver le produit. C'est pas le seul endroit en Europe où... Parlez pas en même temps, parce qu'on ne vous entend ni l'un ni l'autre. Non, je disais simplement que maintenant c'est su et ça a été mis en avant dans beaucoup d'articles de presse. C'est devenu tellement connu
que c'est un endroit où on peut se shooter facilement, qu'en plus les salles de shoot permettent d'avoir les seringues très facilement, parfois même des produits de substitution. Sauf que les salles de shoot, il n'y en a pas non plus énormément. Il y a eu des expérimentations. Il y a des projets à l'étude à Marseille, à Strasbourg également. Mais... Je parle vraiment de Paris. Il y a plusieurs centaines d'étrangers qui viennent des quatre coins de l'Europe, parfois d'ailleurs, pour venir se shooter là, parce que ça a été dit, ils sont malades, ils ont besoin de ce produit. Ils viennent s'en fournir là, ils savent qu'il n'y a quasiment pas de sanctions, ils savent qu'ils ne sont quasiment pas arrêtés, ou s'ils sont arrêtés, ils sont remis dehors le lendemain. Donc oui, on est aujourd'hui un point touristique du crack, et il est temps de réagir. Et il y a des mains tendues qui ont été tendues par Valérie Pécresse. J'espère que Anne Hidalgo et l'État... Ça fait un mandat qu'elle est présidente de région, et toujours à des moments stratégiques de campagne, elle se réveille pour... je veux dire, si c'est vraiment un sujet qui la tracasse... Mais je peux vous assurer que là aussi, ces prises de position sont connues, elles sont anciennes. Par ailleurs, au-delà... Et elle a toujours... Et c'était original... C'est le rôle de l'État. Si vous me permettez juste, c'est original à droite d'avoir défendu un parcours de soins, et elle a toujours été sur cette ligne-là en disant on ne peut pas laisser ces personnes à la rue, il faut les aider à s'en sortir, mais ce n'est pas uniquement en leur donnant des seringues gratuitement avec les salles de shoot, c'est bien un vrai parcours de soins. Global, anti-drogue. Et par ailleurs, je pointe juste une chose, il ne faut pas l'oublier, la sécurité, parce qu'on est aussi dans une question de sécurité, qu'elle soit sanitaire ou bien sécurité en termes de sécurité policière. C'est d'abord le rôle de l'État, c'est le rôle de la puissance régalienne. Et ici, c'est l'État qui faillit au quotidien, malheureusement. Donc, le plan global, il doit être mis à l'échelle de l'État, parce que, certes, il y a Paris, mais on sait que ça existe à Marseille, ça existe à Strasbourg, ça existe malheureusement dans beaucoup de villes. Et donc, il faut un grand plan global de lutte anti-drogue, et surtout sur cette question du crack, où on sait que c'est une question sanitaire extrêmement problématique pour ceux qui consomment, mais aussi pour l'environnement global, parce que lorsque vous êtes dans une ville et qu'on peut retrouver des seringues dans la rue et que des enfants peuvent être amenés à être face à des personnes en train de consommer, ça doit être un problème qui doit être pris encore plus très au le sérieux. cas aujourd'hui, puisque Mme Hidalgo a ouvert le parc Éole dans lequel il y avait des jeux pour enfants. Donc si vous voulez, je pense qu'on n'a pas forcément amélioré la situation. Aurélie Taquina, et puis vous êtes conseiller régional sortant. Moi, je me souviens très bien de cette grande opération de communication de Valérie Pécresse sur le plan de prévention anti-drogue dans les lycées. Moi, je me demande aujourd'hui combien de lycées ont mis en place ce dispositif. Écoutez, ça c'est là-dessus, si vous voulez lancer le débat du bilan régional, on peut y aller, puisque effectivement, on a fait énormément sur ces enjeux de prévention. Pas sur cette question-là. Et particulièrement sur les dangers de la drogue. Il y avait même eu une polémique à l'époque, parce qu'on avait été même plus loin sur toutes les addictions, et la question des jeux vidéo a été posée. Donc je m'en souviens très bien, et je peux vous assurer, vous-même, vous connaissez bien la région Île-de-France, on peut se le dire. Quel est son bilan ? On parle du bilan. Il serait très intéressant de regarder quel est le bilan concrètement sur les jeunes, et si les statistiques nous permettent de montrer à quel point la prévention était efficace. En revanche, les moyens de prévention ont été mis en place avec l'éducation nationale, et je pense qu'il faut qu'on commence au-delà des lycées qui est la compétence de la région, dès le collège, puisque là, je remets ma casquette de maire, on voit les difficultés qu'on a sur les enfants encore plus jeunes. Et là, encore une fois, il va falloir le faire tous ensemble. En revanche, peut-être juste sur rebondir sur ce que vous disiez, vous parlez de sécurité. Moi, je suis maire, vous êtes élu local. Si on allait dire c'est la compétence de l'État, donc nous, on s'en occupe pas, on regarde ailleurs, je crois que nos administrés ne le supporteraient pas. Madame Hidalgo est première magistrate de la ville en tant que maire. Elle a sa part de responsabilité. Et c'est la première maire de Paris de l'histoire à avoir mis en place une police municipale. Et je pense qu'ouvrir, ce qui est une bonne chose, il faut le saluer, mais ouvrir un parc comme seule solution pour limiter le trafic de crack, franchement, on pouvait faire mieux. Bon. On va passer aux autres thématiques de la soirée, parce qu'on veut vous entendre aussi sur ces sujets. Emmanuel Macron lance les états généraux de la justice, une annonce qui intervient après plusieurs semaines, vous le savez, de critiques à l'égard de l'institution, taxée notamment de laxisme de la part de certains syndicats de police. À quoi peut servir cette consultation des magistrats, des greffiers, mais également des avocats et des notaires? On en débat dans quelques instants. D'abord, les détails avec Sophia Dolé. C'est dans un bref communiqué qu'Emmanuel Macron a annoncé la tenue prochainement des États généraux de la justice. L'objectif, faire un état des lieux de la justice en France, notamment vis-à-vis des préoccupations des Français concernant la sécurité. Il faut effectivement une réflexion nationale sur la place du juge aujourd'hui dans la société, sur le statut du juge et surtout actuellement ce qui fait que les Français n'ont plus confiance très majoritairement à l'institution judiciaire, la question récurrente de la réponse pénale. Une initiative trop tardive et qui doit englober la justice dans son ensemble, selon Georges Fenech. Quand on parle d'états généraux de la justice,
c'est aussi l'indépendance de la justice, c'est aussi le statut du parquet. Ça ne peut pas se résumer à la seule question de la réponse pénale. C'est pour ça que je crois que d'ores et déjà, ces états généraux sont très très limités par le manque de temps. Selon les derniers sondages, seul un Français sur 2 disait faire confiance en la justice. Alors la justice attaquée de toutes parts ces dernières semaines et qui semble aussi souffrir d'une crise de confiance de la part des Français. William Tay, il était temps de s'interroger sur le fonctionnement de notre justice. Oui, bien sûr, mais si Emmanuel Macron lance les États généraux, il y a plusieurs problèmes. Le premier, c'est qu'il n'a pas assez de temps pour mettre en œuvre un plan concret avant l'élection présidentielle 2022. Et deux, c'est est-ce qu'on ouvrira tous les tabous? Est-ce qu'on se posera exactement toutes les questions? Sur les questions de dépenses par habitant de la justice, la France dépense environ 70 € par habitant, alors que les autres pays dépensent à peu près le double, donc on a un problème de moyens. Deux, on a un problème de délai de jugement. Les délais de jugement mettent beaucoup trop de temps à arriver, c'est-à-dire que pour les familles de victimes, c'est quand même compliqué d'attendre 1, 2, 3, 4, 5 ans avant de voir la justice rendue au nom du peuple français. Ensuite, après, il y a un troisième problème, c'est la question des magistrats. Les magistrats aujourd'hui sont recrutés par le monopole de l'ENM. On sait aujourd'hui qu'il y a plusieurs syndicats proches de l'ENM et qui quasiment contrôlent l'ENM, qui sont sur une tendance gauchiste, voire islamo-gauchiste, qui ne rendent pas justice au nom du peuple français, mais au nom de leur propre idéologie, ce qui pose un problème et aujourd'hui qui crée un découplage entre le couple traditionnel police-justice, auquel la justice est défaillante et ne permet pas de rendre justice efficacement, alors que les policiers font plutôt leur travail, même avec des moyens en baisse depuis plusieurs années. C'est vrai que ça fait énormément de choses sur lesquelles réfléchir et puis sur lesquelles on peut avancer des pistes. On peut espérer qu'il sorte quelque chose d'utile de ces états généraux, s'ils ont bien lieu dans quelques semaines, comme on dit. On peut toujours espérer. Le problème, vous y croyez ? et là je rejoins William Tay dans son expression, c'est qu'on est maintenant à 1 an de l'élection présidentielle. J'ai l'impression que ça ressemble plus à un groupe de travail pour préparer son programme qu'à un véritable process de réflexion, de réforme de la justice. Comme le disait Georges Fenech, ces états généraux, pour être efficaces, doivent évoquer tout le champ de la justice pénale, la justice civile. Et là, on a quand même l'impression que c'est une réponse, disons, à l'actualité, et qu'il n'y a pas véritablement de réflexion de fond. Et j'ai envie de dire que c'est très inquiétant que ce soit au bout de la 4e année, parce que la problématique de la justice, la lenteur de la justice, n'est pas nouvelle. Ça ne date pas de 2021. On en parle, en tout cas, depuis que je suis engagé en politique, j'ai l'impression que c'est dans toutes les campagnes que ce sujet est rabattu. Le problème, c'est que effectivement, là, il y a une actualité qui a été très tendue sur les questions Beaucoup pénales. de décisions de justice que certains Français n'ont pas comprises. Bien sûr, puisqu'en plus... Qui ont choqué. Oui, non, mais on peut ne pas comprendre les décisions de justice. Après, il faut faire attention de respecter également les viennent contester les décisions de justice. Là, moi, j'avoue... Non, on parle des Français, là, pas des politiques. Oui, non, mais bien sûr. Mais vous savez... C'est-à-dire qu'à partir du moment où les politiques brisent certains tabous, là, pour le coup, c'est-à-dire à savoir la séparation entre les pouvoirs, je suis très tatillon. C'est pas parce qu'il y a la séparation des pouvoirs. En démocratie, on doit être capable de pouvoir critiquer une décision de justice et ne pas être content en disant... Nous sommes en démocratie, nous trouvons que la justice n'est pas bonne, sans la remettre en cause. On est en possibilité de la contester, trouver qu'elle n'est pas adéquate et qu'il n'y a pas de proportionnalité des peines entre la peine prononcée par le juge et le crime qui est produit. Remettre en cause. Et j'ai l'impression qu'il y a une facilité à la remise en cause des décisions de justice. On peut ne pas être d'accord. Moi, il y a des décisions de justice ces derniers temps avec lesquelles je n'étais pas particulièrement en ligne. Après, Viry-Châtillon, notamment. Pardon ? Viry-Châtillon, normalement. Oui, exactement. Donc, voilà, je dis juste faisons attention. Et par ailleurs, je crois que le tempo choisi, et je le répète, je pense qu'on n'est pas dans des états généraux, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on est à la fin du quinquennat et on a une vague d'états généraux qui sont lancés depuis quelques mois. Alors justement, avant de vous entendre aussi, on va regarder la réaction sur Twitter de David Lisnard qui dit « États généraux de la justice, Ségur de la santé, Grenelle de l'éducation, Beauvau de la sécurité, sans oublier grand débat. Jamais un exécutif n'a autant convoqué de machins bavards sur de vrais sujets nécessitant avant tout de l'action évaluée et ajustée. » Vous partagez ce point de vue ? Je partage, comme souvent, les points de vue de David, mais là, on a un sujet. Le timing... C'est un coup de com', une stratégie électorale. Ça arrive tard, mais j'ai quand même envie de vous dire mieux vaut tard que jamais. Moi, j'étais à la manifestation des policiers. Ils en avaient envie. Ils en avaient envie, mais avec une revendication très claire, c'est d'être totalement associés
Or, aujourd'hui, on a des vraies craintes à ce niveau-là. Est-ce que cette réforme de la justice, ou en tout cas ces états généraux de la justice, vont permettre de libérer la parole de la police? Ça a été dit à l'instant, en démocratie, on doit pouvoir critiquer les décisions de justice, s'étonner de certaines décisions de justice, regretter qu'elles ne vont pas assez loin, pas assez vite, pas assez fort. Et ça, c'est important. Et puis, j'ai envie de dire au président de la République, une fois de plus, vous allez partir à la concertation en oubliant les élus locaux. Ah, c'est dommage. C'est dommage parce qu'en tant que maire, on le disait tout à l'heure, on est les premiers magistrats de nos villes. On aimerait avoir notre mot à dire et là aussi transmettre nos étonnements, nos propositions. Après, chacun les prendra ou pas. On peut être des partenaires, c'est vrai pour les régions, c'est vrai pour les départements, c'est vrai pour les villes, des partenaires utiles de la justice pour les travaux d'intérêt généraux par exemple. Aujourd'hui, ce qui fait que ça ne marche pas, c'est que c'est des délais d'application beaucoup trop longs, beaucoup trop complexes. Et franchement, en tant que ville, c'est terrifiant l'effort que ça demande si on veut en mettre en place. Bon, on se dit, Monsieur le Président, s'il vous plaît, n'oubliez pas les élus locaux. C'est une fâcheuse habitude qu'il est peut-être temps de perdre. Aurélie Tequila, on pourrait associer les élus? Nous verrons, en tout cas, on voit bien que les gouvernements successifs, droite comme gauche, ont échoué pour réformer la justice. Donc les états généraux de la justice, c'est une bonne nouvelle. On va mener cette concertation avec tous les acteurs de la justice, nos concitoyens, parce que cette défiance de nos concitoyens envers la justice, elle est forte. Un récent sondage a montré aussi d'un Français sur deux, les Français ont plus confiance en la police qu'en la justice. Exactement. Ce que je veux dire, c'est que cette nouvelle, elle va dans la continuité de ce qu'on a déjà mis en place depuis 2017. Je veux rappeler les chiffres. Il y a une hausse du budget de la justice de 21%. On a réformé le code pénal des mineurs. Il y a une loi qui est en discussion au Parlement sur la confiance en la justice. Et puis vous savez, Emmanuel Macron, il est là, il a été élu par nos concitoyens pour réformer jusqu'au dernier quart d'heure. Et c'est ce que nous faisons. On attend ça dans quelques semaines, apparemment. On n'a pas de date précise encore, mais donc avec des magistrats, des greffiers, des avocats et des notaires, peut-être des élus. On espère les maires et les policiers. Je m'étonne, encore une fois, du tempo. Là, même pas par rapport à l'élection présidentielle. En même temps, s'il ne faisait rien du tout, vous étonneriez qu'il ne fasse rien du tout. Simplement pour dire, on va réformer dans quelques semaines, vous disiez. Oui, dans plusieurs semaines. On n'a pas de date. C'est-à-dire que la concertation sur la réforme de la justice, elle va durer quelques semaines. Tout ça pour rentrer dans un calendrier législatif déjà ultra encombré. Mais quelles sont vos solutions alors? Il faut laisser en l'état. Non, mais moi, ce que je regrette, non, mais je suis pas dans des postures. Ce que je regrette, et puis vous savez, je vous l'ai dit tout à l'heure, je pense que ce problème n'a pas été bien pris en main par les gouvernements successifs. Je m'étonne juste que ce soit au bout de 4 ans, et je m'étonne simplement qu'au bout de 4 ans, on se rend compte qu'il y a un problème avec la justice et qu'on doit lancer aujourd'hui des états généraux. C'est au début du quinquennat qu'il aurait fallu faire ça si la justice était une priorité. La question essentielle, c'est est-ce qu'Emmanuel Macron sera sans tabou? Il a osé s'attaquer à la suppression de l'ENA et je pense que c'est plutôt une bonne chose. Est-ce qu'il s'attaquera? La suppression change de nom. Pas non plus une révolution. Il mettra une petite réforme. Est-ce qu'il s'attaquera à la réforme de l'ENM? Actuellement, l'ENM a le monopole du recrutement des magistrats. Le problème, ce n'est pas les magistrats du parquet, ce sont les magistrats du siège qui donnent des décisions de plus en plus incompréhensibles. Et s'il s'attaquera au monopole de recrutement, est-ce qu'il s'attaquera au monopole de formation? Parce qu'actuellement, les magistrats sont formés par des types dont l'idéologie est plus proche de Mediapart et de M. Lounès que par des types qui sont plutôt censés jouer pour l'intérêt général. C'est ça le véritable problème. Si les magistrats ne sont pas bons, on n'aura toujours pas de bonne justice. Qu'importe si on met 1, 2, 3, 4, 5 milliards d'euros en plus. Et vous avez tout à fait raison, il y a la question de la construction des prisons. Actuellement, nous avons un manque de places de prison disponibles. Et donc, s'il joue sur les deux leviers, je pense qu'il a une chance. Et là, à ce moment-là, il fera une véritable réforme et pas une petite mesurette comme sur la réforme des retraites. On verra ça. Par ailleurs, c'est une question de moyens. Si les politiques, parce que c'est simple de critiquer la justice, mais si les politiques que nous sommes ici ont envie que la justice soit rendue plus rapidement, eh bien, ce n'est pas la seule question, la seule réponse à apporter. Mais il faut mettre les moyens sur la table. Vous rappelez les chiffres, William. Mais si c'était une question de moyens et de dépenses, si c'était une question de moyens et de dépenses publiques, la France serait le meilleur pays du monde. Alors que c'est absolument pas le cas. C'est un des meilleurs pays du monde. La justice fait encore partie de la prochaine thématique qu'on évoque ensemble. Ces féminicides qui se sont multipliés en moins de 2 semaines. 3 féminicides ou tentatives de féminicide ont été commis dans la région Grand Est. À chaque fois, les victimes étaient
soumises déjà depuis longtemps à la violence de leurs compagnons. Il était aussi souvent, en général déjà, ces hommes étaient déjà connus des services de police pour violences conjugales. Au total, on compte 49 féminicides déjà recensés depuis le début de l'année. On en débat après les précisions données par Thomas Chama avec Maxence Gilles et David Brunet. Colmar, Hayange, Douai ou encore Mérignac. En moins d'un mois, 4 femmes ont été tuées par leur conjoint ou ex-compagnon. Une série de meurtres commis à chaque fois par des auteurs connus des services de police pour violences conjugales. Un lourd bilan qui aurait pu s'aggraver à Metz jeudi où un individu a tenté d'abattre sa compagne en pleine rue, malgré une condamnation à de la prison avec sursis et plusieurs plaintes déposées par la victime contre lui très récemment. Les diligences qui ont été accomplies par les policiers concernant les faits des 19 et 28 mai sont celles que tout citoyen est en droit d'attendre de la police nationale. Elles ont été faites professionnellement et avec conscience. Ce basculement de l'injure à l'homicide en quelques jours me semble, pour un professionnel même aguerri, difficilement prévisible. En 2019, 146 féminicides ont été recensés, c'est 56 de plus qu'en 2020, marqué par le confinement. Selon un collectif, 49 femmes ont été tuées par leurs compagnons depuis le début de l'année. Alors évidemment, la question majeure, c'est savoir comment on met fin à cette spirale infernale. On a beaucoup parlé ces derniers temps de failles, de dysfonctionnements, en ayant affaire à des conjoints, des ex-conjoints qui ne portaient pas le bon bracelet ou qui ne respectaient pas les mesures qu'on leur imposait. Qu'est-ce qu'on peut améliorer dans la justice, peut-être lors d'états généraux de la justice ou pas, pour tenter d'arrêter ces drames? Moi, je veux dire aujourd'hui qu'on prend enfin en compte ce fléau. Auparavant, c'était classé dans les faits divers. Aujourd'hui, c'est à la une des chaînes d'information. Bien sûr qu'à chaque féminicide, c'est un échec collectif. Moi, ce que je veux dire, c'est que Emmanuel Macron, sous l'impulsion de Marlène Schiappa, a pris les choses en main depuis 2017. Il y a eu ce Grenelle des violences conjugales. Il y a eu 4 lois votées au Parlement. Il y a ce bracelet anti-rapprochement, ce téléphone grave danger, cette plateforme d'écoute 3919 qui sera disponible 24 On dit aussi que des bracelets en manquent, que quelquefois l'individu, ça s'est produit dans les affaires récentes, se déplace tout de même et va au domicile de la victime. Bien sûr, mais il y a une chose qui est très importante. Ça ne fonctionnait pas assez. Bien sûr, et vous avez raison, il y a une chose très importante, c'est l'augmentation de 60% des places d'hébergement d'urgence. Parce que vous le disiez, ces femmes, elles doivent partir de chez elles. Il leur faut un logement. Les accueillir avec leurs enfants. Et là encore, nous avons agi et nous avons proposé des places d'hébergement d'urgence. C'est aussi un vrai sujet qui concerne d'ailleurs les élus locaux. Parce que les maires sont confrontés au problème. Vous recevez aussi des victimes qui veulent pouvoir être logées. Malheureusement, les places manquent souvent. Tout le temps, et avec une problématique également, c'est le fait que même quand on arrive à trouver des hébergements d'urgence, ce qui n'est jamais simple, il faut savoir de quoi on parle. C'est-à-dire que vous demandez à une mère de famille d'aller avec des enfants souvent très jeunes dans des hôtels où dorment des personnes qui ne sont pas forcément très fréquentables non plus, avec des cris, l'hébergement d'urgence est déjà très inquiétant et très stressant. Je pense qu'il y a une quinzaine de jours à peine, je discutais encore avec une maman qui était dans cette situation, qui disait je ne peux plus rester là, je vais devoir retourner au domicile conjugal parce que mes enfants, c'est trop dur pour eux d'entendre des gens hurler toute la nuit, etc. Après, ça c'est le premier sujet. Le deuxième sujet, c'est que même quand vous partez avec vos enfants, il y a quand même des points de repère, notamment l'école des enfants, par exemple. Et je pense que là-dessus, on peut vraiment faire évoluer les lois et les moyens pour qu'on soit tous beaucoup plus réactifs, pour faire en sorte que, par exemple, s'il y a une reconnaissance de violence d'un des deux parents, et en l'occurrence la plupart du temps le père, qu'on puisse tout de suite mettre une procédure en place. Je vous dis ça parce qu'une commune, par exemple, elle ne peut pas empêcher, tant qu'il n'y a pas un jugement qui le dit, et justement la justice est beaucoup trop lente, on ne peut pas empêcher le parent de venir récupérer son enfant, ou en tout cas de se renseigner. Bref, c'est très compliqué, et on assiste toutes les semaines, il y a plusieurs élus locaux autour de la table, on y est tous confrontés à des difficultés avec le papa qui va changer les codes d'accès de la cantine juste pour embêter la maman. Et en fait, la pression continue tout le temps. Donc il y a une réforme à faire. Je pense que là aussi, il faut qu'on parte du terrain. Il faut qu'on parte des victimes qui sont seules, sans protection et qui vivent avec la peur. Je crois que c'est notre devoir collectif, là, pour le coup, de nous unir et d'essayer de trouver des solutions les plus concrètes possibles. Et on a aussi eu des cas récents où le conjoint préalablement condamné avait bien purgé sa peine, se soumettait aussi à toutes les mesures qu'on lui imposait. Ça veut dire que le risque zéro, évidemment, n'existe pas, sauf que dans ces cas dramatiques, c'est un terrible constat d'échec de dire ça, qu'on ne peut pas tout éviter.
Vous l'avez bien souligné, il y a une question de faciliter les procédures. Il faut permettre de faciliter le fait qu'une femme puisse porter plainte, au cas de solliciter les pouvoirs publics plus facilement, et c'est toujours compliqué. On a fait des efforts sur le dépôt de plainte, même si les policiers demandent une meilleure formation aussi. 75 000 policiers et gendarmes qui ont été formés. Sur Ensuite, après, il y a quelques mois, il y a eu un bilan du Grenelle des violences conjugales lancé par Marlène Schiappa et Elisabeth Moreno. Ils ont indiqué que 28 mesures sur 43 ont été appliquées. Mais par contre, ce que disent les associations, c'est qu'il y a un manque de budget. Mais si on prend le lien du sujet précédent, pour lutter contre les violences conjugales, il y a un manque de budget. Pour la justice, il manque du budget. C'est un peu notre problème en France, malheureusement. Sur toutes les thématiques, on manque de moyens. Pourtant, les prélèvements obligatoires augmentent chaque année et les dépenses publiques augmentent chaque année. Donc la question qui se pose, c'est si Emmanuel Macron veut attaquer à tous les tabous, c'est de réformer l'État en profondeur et mieux affecter les moyens. On n'aura pas assez de logements, on n'en construira pas assez. Donc c'est à qui on met la priorité pour accéder à ces logements. Soit les femmes battues, soit les migrants, par exemple. Il y a des questions qui doivent se poser en profondeur. Ça doit être l'objet de la campagne présidentielle 2022. Je pense que si Emmanuel Macron veut avoir une chance d'être réélu, il doit s'attaquer à tous les tabous. Et la question du modèle social qui n'est plus opportun en France et qui a montré ses limites pendant la crise sanitaire. Oui, sur la question des féminicides, je crois qu'on en est à 48 depuis le début de l'année, 49 depuis le début de l'année. Donc c'est un constat d'échec pour toute la société. Lorsque 49 femmes dans notre société meurent sous les coups de leur mari, il n'y a pas d'autre constat possible. Sur les solutions, on a dans les pays qui nous sont voisins des exemples à tirer. En Espagne, depuis 2004, il y a eu un grand plan de lutte contre les violences faites aux femmes qui a été mise en place et qui trouve des résultats, avec la création de tribunaux spécialisés pour aller beaucoup plus vite, parce qu'on sait que là aussi, pour le coup, il y a quand même un challenge, entre guillemets, dans la rapidité de la justice, puisque plus vite les décisions et les jugements sont faits, plus vite tout peut s'activer. Donc il y a la possibilité de créer ces juridictions spécialisées. Et aussi, je pense que ça permettra d'envoyer un signal très fort à la société et aux hommes, parce que c'est dans la très très grande majorité des cas des hommes qui commettent ces actes de violence conjugale, pour dire que la société considère que la violence faite contre les femmes a un caractère spécifique et qu'elle est impardonnable et que la justice traque tous ces faits-là. Il y a ça, il y a la généralisation. Ils le savent déjà, ces hommes-là savent très bien. Oui, bien sûr, mais je pense que c'est un signal qu'on doit envoyer à la société. C'est très important. Et je pense qu'en Espagne, ça a eu un effet. Il y a la question de la généralisation du bracelet anti-rapprochement qui doit être généralisé le plus rapidement possible, parce que effectivement, ça a un effet. Et le ministre de la Justice a visité récemment une salle dans laquelle ces appels sont reçus, enfin ces alertes sont reçues, et on voit que ça a une efficacité réelle. Il y a eu un cas récemment où l'homme s'est rapproché du domicile, ça a peut-être sonné, mais on n'est pas intervenu assez vite. Oui, il y aura toujours les moyens personne. C'est terrible, on dit qu'on met en place des moyens, mais derrière, on n'évite pas les drames. Oui, mais ça a une efficacité, pour dans beaucoup de situations. Donc la généralisation doit permettre aussi de continuer à limiter le nombre de cas de femmes qui sont... On a un certain nombre de maires à faire des propositions par rapport à ces bracelets anti-rapprochement ou même au téléphone grand danger, à savoir remettre la question des drones sur la table. Ça peut paraître un peu fou, mais en fait, aujourd'hui, on a un problème d'intervention. Quand le signal est déclenché, même quand l'appel est déclenché avec les téléphones grand danger, il y a un temps de réaction qui peut être un temps fatal. Parce qu'effectivement, le mari qui va agresser, le mari qui est prêt à tuer, en fait, il est plus connecté à la réalité. Il n'y a plus de réflexion de quel est le risque. Il faut pouvoir créer un choc immédiat. Et le choc immédiat, ça peut être fait par ces drones qui peuvent être extrêmement rapidement sur place. On parle de situations qui se passent à l'intérieur d'un domicile. Pas forcément. Donc, comment un drone peut... on est au bracelet d'éloignement. Quand on est au bracelet anti-rapprochement et au téléphone grand danger, on n'est plus dans le domicile. Et donc, on peut être dans la rue, on peut être devant l'école, on peut être à la sortie du travail. Et là, cette capacité d'avoir une intervention immédiate de quelque chose qui filme, de quelque chose qui aujourd'hui est équipé de haut-parleurs, qui est capable de dire attention, les forces de police sont en train d'arriver, etc. Ça peut sauver des vies. Nous, on a eu une situation dans ma commune où on se dit qu'il y a des coups de couteau qui auraient pu être évités, et donc des drames qui pourraient être évités si on était capable d'intervenir immédiatement et notamment avant que la pression monte.
Je suis évidemment pas spécialiste de ces thématiques, mais des professionnels avaient l'air de dire que quand la rencontre se fait, c'est là où il y a le dérapage, puisqu'en fait, le mari violent potentiellement guette, attend, et quand il est confronté à la personne, c'est là où ça vrille, et peut-être que c'est là où on peut intervenir très tôt. Et sur les logements d'urgence, il y a aussi une question qui se pose, parce que souvent, on sort les femmes des logements, alors que on sait que ça génère, parce que souvent elles partent avec les enfants, donc ça génère énormément de contraintes, et pour les enfants et pour les femmes, qui sont quand même extraites de leur domicile, alors que c'est elles qui sont battues. C'est quand même un drame de notre société. Elles sont doublement condamnées, alors que c'est les hommes, à mon sens, qui devraient être extraits du domicile. Et nous devrions avoir dans nos gestions de violence conjugale des systèmes pour domicilier ces hommes violents à l'écart, et au moins pouvoir les surveiller, savoir où ils sont, et compléter au bracelet anti-rapprochement. Je pense que ça pourrait avoir davantage d'efficacité. Mais il y a un électrochoc, déjà, on en parle, vous l'avez dit en introduction, qui est dans notre société, qui aujourd'hui, ce n'est plus un fait divers. Les violences faites aux femmes, les violences conjugales sont une véritable problématique de société, et nous devons mettre les moyens nécessaires face à cette problématique de société. Je crois que oui, toutes les pistes doivent être mises sur la table, et on voit, on est tous d'accord, il y a une vraie montée en puissance de l'action de l'État contre ce fléau. Mais oui, on en est encore loin, vous parliez d'Espagne tout à l'heure. Ce serait plus agréable à entendre si vous disiez une vraie action globale, parce que l'État a fait des progrès, le tissu associatif qui s'occupe de ces femmes est extraordinaire, et je crois que les collectivités locales, quand je dis ça, c'est pas les politiques qui les dirigent, hein, c'est tous les personnels des mairies, des services sociaux des départements, etc., qui font un travail incroyable à ce niveau-là, et je pense que c'est une fierté collective. Je vais reprendre la parole parce que vous l'avez coupé. Non, je parlais effectivement de pistes sur la table, mais également aussi peut-être une réflexion sur la création d'un fichier national aussi, des personnes qui sont auteurs de violences conjugales. Voilà, il faut tout étudier et effectivement être tous unis contre ce fléau. Il nous reste un peu plus de 12 minutes pour aborder une thématique un petit peu plus légère, car c'est un accord historique qui a été conclu, réuni à Londres. Les ministres des Finances du G7 ont annoncé avoir trouvé un accord pour la mise en place d'un impôt international, une première dans la lutte contre l'évasion fiscale des GAFA. Vous le savez, ces géants de la Silicon Valley que sont par exemple Google, Amazon, Facebook ou encore Apple. Précision de Jules Boiteau. C'est une étape importante dans la lutte contre l'évasion fiscale. Avec ce nouvel accord, les membres du G7 prévoient de taxer les multinationales dans les pays où elles réalisent des bénéfices et non simplement là où elles sont enregistrées. Le texte prévoit également un impôt international sur les grandes entreprises à hauteur de 15% minimum. Le ministre des Finances Bruno Le Maire se félicite de cette entente, longtemps rendue impossible sous la présidence de Donald Trump. C'est un accord dont la France peut être fière. Cela fait 4 ans que nous nous battons dans toutes les enceintes européennes, internationales, ici au G7 ou au G20, pour qu'il y ait une juste taxation des gens du digital et pour qu'il y ait une taxation minimum à l'impôt sur les sociétés. Nous y sommes. Les GAFA sont particulièrement visés par ce nouvel impôt. Parmi eux, Google et Facebook ont très vite réagi. Ils disent soutenir le processus de réforme fiscale internationale, mais espèrent un accord équilibré et durable. Pour nous assurer que le jeu est équitable pour tous les types d'entreprises, nous allons uniformiser les règles et injecter un principe d'équité dans le système fiscal mondial. De futures négociations seront menées au G20 avant que les 138 pays de l'OCDE n'approuvent définitivement le texte d'ici la fin de l'année. Voilà, un taux d'impôt minimal mondial, donc sur les sociétés les plus profitables, de moins 15%, et la modulation de l'impôt sur les sociétés en fonction des bénéfices réalisés dans chaque pays, indépendamment de leur établissement fiscal. On a envie de dire, enfin, l'Europe tape du poing sur la table et obtient gain de cause surtout. Enfin, et là-dessus on peut se féliciter de l'action de Bruno Le Maire qui a été vraiment à la manœuvre, on le sait, à ce niveau-là. Là, j'ai envie de dire cocorico, on est fiers d'être français quand on est capable d'avoir ce type de discours. Il va falloir que dans la pratique, dans les modalités, ce soit bien suivi. Aurons-nous les moyens de vérifier tout ça ? Aurons-nous les moyens ? Je ne sais pas, mais en tout cas, il faut déjà vérifier que ça soit bien partagé en fait comme recette, parce que le risque c'est quand même que la majorité des bénéfices aillent sur les pays qui sont déjà les plus riches, les États-Unis par exemple, la Chine aujourd'hui, enfin. Voilà, donc on va dans le bon sens. Maintenant, espérons qu'on arrive à aller jusqu'au bout de l'ambition.
Ce qui est nouveau aussi, c'est que les GAFA apparemment semblent d'accord. Google, par exemple, a déclaré qu'il soutenait vigoureusement le travail effectué pour mettre à jour les règles de la fiscalité internationale. C'est du jamais entendu, ça aussi. Non, c'est du jamais entendu, surtout que, pour le coup, effectivement, la France peut sortir grandie de cette nouvelle, puisque c'est une position qui est défendue depuis presque maintenant 10 ans. Alors sous l'ère Trump et même finalement Obama n'avait pas été très volontariste. Non, ce qui est sûr, c'est que Donald Trump voyait ça comme une attaque de l'économie américaine et bottait le sujet en touche. Et là, pour le coup, on a une avancée qui est notable. Maintenant, je partage l'inquiétude de M. Jeanbrun. C'est comment tout ça va être réparti, quelles règles, comment toutes ces recettes vont être levées. Là, après, on rentre dans le détail et dans la technique, mais le diable se cache souvent dans les détails. Donc, soyons très vigilants à comment tout cela va être déployé et soyons très vigilants à ce que tout le monde, tous les pays en profitent, et ce de manière juste, parce que effectivement, tout ne doit pas ensuite revenir à ceux qui sont déjà les plus puissants. Alors, le sujet était sur la table, attendez, William, depuis plusieurs années, voilà. On l'a rappelé, Donald Trump ne voulait pas en entendre parler. Ce qui a changé, c'est Joe Biden qui s'est personnellement prononcé en faveur de ce genre d'accord. C'est ce qui a conduit au changement de position des GAFA aussi. Vous parliez du fait de répartir les bénéfices, mais dans l'accord de l'OCDE, ou en tout cas du G7, dans les travaux préparatoires de l'OCDE, il prévoit qu'en fait on change la base d'imposition. Aujourd'hui, l'imposition est basée sur le territoire. C'est-à-dire que par exemple, Apple, Google sont localisés en Irlande, au Luxembourg, donc du coup ils répatrient les bénéfices là-bas. Et c'est ça qui pose problème. Si les bénéfices sont faits en France, ils seront taxés en France, tel que prévoit l'accord de l'OCDE. Donc moi je pense qu'il n'y aura pas de problème. Il suffit juste qu'il faut qu'il soit ratifié. Je pense le fait que ce soit fait par le G7, donc par les 7 premières puissances. Voilà, et le G20 va se prononcer. C'est pas fait définitivement. Il manque la Chine et d'autres pays émergents, mais je pense qu'on est plutôt sur la bonne voie, donc c'est plutôt un bon accord. Le deuxième problème à avancer, c'est Emmanuel Macron va prendre la présidence de l'Union européenne en janvier. La question, c'est comment on fait pour que la France sorte gagnant de cette affaire-là. Si effectivement on part sur un impôt minimal mondial à 15%, il faudrait donc du coup que la France converge vers les 15% afin de pouvoir faire de la fiscalité un atout pour nos entrepreneurs et nos acteurs économiques par rapport aux autres pays. Actuellement, Bruno Le Maire avait prévu de faire passer ça à 23%, 25%. Je crois que pour l'instant ça a été mis entre parenthèses. Je pense qu'il faut se diriger vers les 15%, faire de la France une place attractive pour que les gens préfèrent venir à Paris. Ça, c'est l'ambition d'Emmanuel Macron, on le sait. S'ils veulent le faire, il faut le soutenir pour que les gens préfèrent venir à Paris qu'à Francfort ou à Berlin. Et là, la France sortira grandie des dernières années et l'accord sera bénéfique à la fois pour le monde et surtout pour la France. Aurélie Tequilin, on y va alors, ce que propose William Tay ? C'est historique, c'est à l'initiative de la France, comme le disait Vincent Jeanbrun, grâce à notre ministre de l'économie, Bruno Le Maire. Donc oui, c'est un vrai progrès, on va suivre tout ça. Et effectivement, c'est dans la poursuite de ce qu'on met en œuvre au niveau économique. Une question, c'est comment on mesure la capacité d'un Google à faire ses bénéfices en France. C'est le lieu de paiement. Et c'est le lieu de paiement. C'est le chiffre d'affaires, c'est pas le bénéfice. Donc c'est là où il faudra qu'on rentre dans la tambouille technique. Oui, c'est là où il y a le diable se cache dans les détails. Mais par ailleurs, vous disiez, il y a un changement de paradigme des GAFA. Et il y a un changement de contexte aussi. Parce que les GAFA sont menacés par les positions antitrust des États-Unis. Exactement. Et Joe Biden a changé. Effectivement, a fait changer la voie des États-Unis. Trump était en cours déjà en fin de mandat. Oui, mais il restait quand même très hostile à ce type mais il voulait tuer les GAFA. Oui, pour d'autres raisons. Oui. Mais là, pour le coup, Twitter et de Facebook. On y vient. Attendez, les GAFA ont aussi besoin de redorer leur blason, de montrer qu'ils participent à un effort mondial. Parce qu'ils sont ils sont systématiquement montrés du doigt et souvent ils ont à raison. Jusqu'ici assez bien échappé aux règles. Est-ce qu'ils vont pas trouver un autre moyen de s'en sortir aussi? Parce que personne n'y comprenait rien. Donc ils flouaient les explications étaient tout le temps flouées et donc et on le sait très bien, quand c'est flou, c'est qu'il y a un loup. Et là, le loup commence à être levé. Mais ce que montre cet accord, c'est-à-dire que quand un État ou un pouvoir politique décide de reprendre la main sur un acteur économique, il a la possibilité de le faire. C'est juste qu'actuellement, pendant une union d'États. Oui, pendant 40 ans, les politiques n'avaient pas le courage d'affronter les grandes entreprises, notamment américaines, par peur des sanctions. On l'a vu sur la question d'Alstom, l'extraterritorialité ou les différentes mesures de rétorsion lorsqu'on les commerçait avec l'Iran. Il faut maintenant qu'on a accompli ce premier pas, transformer ça pour faire en sorte que l'Europe devienne un effet de levier
pour la France et que ça nous devienne bénéfique. Il ne faut pas s'arrêter à la première marche, on doit franchir la deuxième marche et rêver plus grand et plus loin. Ce que vous dites était hyper important et moi je m'associe totalement. Mais c'est vrai que c'est une question, c'est le G7 qui a réussi ça, pas l'Europe. Et c'est pas l'Union européenne aujourd'hui qui a été à la manœuvre, même si c'est les grandes puissances de l'Union européenne qui y ont participé. Mais ça pose la question, parce qu'on a beaucoup critiqué sur... moi, je suis plutôt un Européen convaincu. La crise sanitaire, on se dit, on aurait aimé qu'on soit quand même à un autre niveau. Et là, c'est pareil, on se dit, finalement, où est la voix de l'Europe en tant qu'équipe Là-dessus, il y a aussi, à mon avis, beaucoup de travail. Trouve sa voix peut-être. Bon, il nous reste quelques minutes, et puisqu'on parle de ces GAFA, pour évoquer le fait que Facebook ait décidé de suspendre le compte de Donald Trump, justement, pour 2 ans. Le réseau social a également expliqué que les personnalités politiques seraient désormais sanctionnées, comme les autres utilisateurs, quand elles enfreignent les règles, notamment en cas de désinformation. L'ancien président américain ne pourra revenir que quand les risques pour la sécurité du public auront disparu, a précisé la plateforme. Qu'en pensez-vous ? C'est une attaque contre la liberté d'expression. Voilà, ils vont bondir dans la Silicon Valley. Mais effectivement, c'est la question qu'on se pose. Est-ce qu'on a le droit de censurer comme ça, quand bien même Donald Trump, qu'on aime bien détester chez nous ? Je vais prendre un exemple. Les GAFA, ça a toujours été 2 poids 2 mesures. En apparence, c'est très bien. En réalité, ils rangent tout dans le placard. Parce qu'ils attaquent Donald Trump. Moi, je me souviens d'un tweet. L'ayatollah Khomeini avait dit qu'il fallait attaquer Israël et éradiquer ce peuple. Évidemment, son compte est resté ouvert. Là, quand on s'appelle Donald Trump, c'est plus compliqué. Quand on s'appelle l'ayatollah Khomeini, on a le droit d'avoir son compte ouvert. Donc je pense qu'il y a 2 poids 2 mesures vis-à-vis des GAFA. Il y a une question à se poser, nous, en Europe, sur la question de la maîtrise de la liberté d'information, de la liberté d'expression par ces plateformes. Il faut à terme que la France, ou sinon à minima l'Union européenne, puisse avoir nos propres plateformes pour qu'on ne soit pas dépendant des Américains. Surtout qu'il y a une enquête qui est sortie récemment sur le fait que les GAFA ont espionné la France par l'intermédiaire de la NSA. Donc ça veut dire que la France et l'Union européenne ne sont pas souverains. Il faut à terme rompre ce lien de dépendance pour qu'aujourd'hui on devienne souverain et un acteur majeur dans le nouveau contexte géopolitique mondial marqué par la Chine et le conflit chinois entre les États. Pour que les 3 autres invités puissent s'exprimer, je demande qu'on envoie le communiqué de Donald Trump par son parti qui dénonce une insulte faite aux 75 millions d'électeurs qui ont voté pour lui. Vos autres réactions ? Tel que vous le dites, s'il enfreint des règles établies... Oui, là, il n'y a pas une nouvelle polémique. S'il enfreint une règle, il est comme tous les autres citoyens. C'est pas parce qu'il est politique qu'il faut une exception. Mais par contre, il ne peut pas être traité moins bien parce qu'il serait politique. Et donc, oui, moi, j'aime pas tout ce qu'il dit, mais il a le droit de le dire, évidemment. Alors, ça vient évidemment du mois de janvier, où l'un de ses tweets avait été pris comme une incitation à aller attaquer le Capitole. Moi, je crois qu'on ne peut pas tout dire sur les réseaux sociaux, qu'il y a un déferlement de haine, de violence, que le gouvernement lutte vraiment activement contre les fake news et diffamations, que c'est un responsable politique. Oui, mais c'est pas Facebook. Vous n'avez pas interrompu ? Juste un instant, c'est pas à Facebook et à Twitter de rendre justice et de maîtriser la liberté d'information et d'opinion sur le pouvoir politique. C'est à la justice d'un pays, la France ou aux États-Unis, de condamner des propos. C'est pas une plateforme de décider ce qu'on a le droit de dire ou pas sur des plateformes. C'est à la justice de délimiter ça. C'est la loi d'un peuple déterminé. Sauf qu'ils le font déjà pour certaines publications qu'ils trouvent ou pornographiques ou insultantes. Ils retirent le contenu. Oui, mais c'est des propos interdits par la loi. C'est grave ce qui s'est passé à la prise d'assaut du Capitole. Encore une fois, il y a une responsabilité politique et donc il faut un contrôle plus important des plateformes. Oui, mais c'est à la justice américaine de déterminer si ses propos ou si son action était répréhensible. Et à ce moment-là, de l'envoyer en prison, mais via un procès équitable et pas une décision unilatérale d'un conseil d'administration. Là, c'est le conseil d'administration de Facebook qui a décidé. C'est pas la justice américaine. Comme Twitter l'avait fait il y a quelques mois. Mais de mémoire, il s'était contenté de tweeter, il n'avait pas mis de message sur Facebook. Donc là, Facebook en plus prend une position alors qu'il n'y a même pas eu de contenu sur sa propre plateforme. Le mot de la fin pour les messages, Rose. Ça pose véritablement la question du statut qu'ont les réseaux sociaux. Sont-ils des médias ? Sont-ils des plateformes économiques ? Je crois qu'ils se considèrent davantage, en tout cas de leur fait, comme des plateformes économiques, donc à même de gérer comme ils l'entendent les contenus qui sont publiés sur leur plateforme. Je ne dis pas que je partage ce fait. Malheureusement, c'est comme ça qu'eux l'interprètent. Et la position dominante dans laquelle ils sont influe évidemment sur les messages politiques qui sont diffusés. Donc à nous, Européens aussi, là, pour le coup, d'être extrêmement vigilants sur le statut que l'on donne à ces plateformes sur nos territoires. Et effectivement, on ne doit pas les laisser décider de ce que l'on peut dire et de ce qu'on ne peut pas dire. Et elles mourront d'elles-mêmes.
Merci à tous les quatre d'avoir été nos invités ce samedi soir. Dans quelques minutes, l'édition de la nuit présentée par Anne Maquignon qui revient notamment sur cet accord du G7 Finance qui s'entend pour imposer un taux d'imposition international minimum de 15%, notamment à destination des GAFA. Bonne nuit à tous, à demain soir.